Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Pendant un service commémoratif, un prêtre remarque quelque chose d'inhabituel. Ce qui le pousse à interrompre les funérailles et à appeler la police. La révélation qui suit est choquante et mène à une arrestation inattendue. Dans le cercueil ouvert repose Margaret Ellis, une femme qui avait été une fidèle habituée de l'Église lorsqu'elle était en meilleure santé. Le père Gabriel se souvenait affectueusement de son comportement discret et amical et ressentait de la tristesse que l'Église ne soit qu'à moitié pleine pour son service. Sur les bancs de devant étaient assis ses 2 enfants, un fils avec une expression impassible et une fille qui essuyait fréquemment ses yeux avec un mouchoir. Alors que le père Gabriel priait pour la défunte, il jeta un coup d'œil au cercueil et remarqua soudain quelque chose qui fit bondir son cœur. Son doigt bougeait-il ou était-ce son imagination ? Cela ne pouvait sûrement pas bouger. Il cligna des yeux, convaincu que c'était un jeu de lumière. Mais ensuite, il le vit de nouveau. Et cette fois, il en était sûr. Aussi impossible que cela paraisse, il ferma son livre et fit un pas vers le cercueil. Ses paupières tremblaient-elles ? Il semblait que oui. D'un pas rapide, le père Gabriel s'approcha du cercueil. Tous les yeux dans la chapelle étaient maintenant tournés vers lui. Le directeur des pompes funèbres se précipita vers lui, mais c'est le père Gabriel qui toucha la femme dans le cercueil. Sa peau semblait souple, non pas froide et raide. Il posa un doigt sur son poignet et sentit le battement faible mais indubitable d'un pouls. Elle était définitivement en vie. Le père Gabriel poussa un cri de surprise, sa foi vacillant un instant. Était-il devenu fou ou Margaret Ellis était-elle revenue d'entre les morts ? Non, elle n'avait jamais dû être morte en premier lieu, mais elle le serait bientôt à moins que quelqu'un n'agisse. Sortant de sa transe, le père Gabriel appela immédiatement les urgences. En quelques minutes, des ambulanciers arrivèrent et prirent en charge Margaret Ellis. Lorsque la police arriva, le prêtre expliqua ce qui s'était passé, bien qu'il ne le comprenne à peine lui-même. Longtemps après que tout le monde soit parti, l'incident continua de hanter le père Gabriel. Il rejouait sans cesse ces petits moments, troublé par la pensée de ceux qui se seraient passés s'il les avait manqués. Pourquoi tout le monde les avait-il manqués ? Il pensait au personnel de l'hôpital, au directeur des pompes funèbres et même aux enfants de Margaret. Quelque chose n'allait pas. Mais lorsqu'il décida d'enquêter plus avant, il fit une découverte encore plus troublante. Alors que le père Gabriel parcourait les longs couloirs inclinés de l'hôpital, où Margaret Ellis avait soi-disant rendu son dernier souffle, il savait exactement à qui il voulait parler en premier. Gwen Barry, une vieille connaissance et amie, était une femme efficace d'âge moyen qui travaillait dans le bureau administratif de l'hôpital depuis presque aussi longtemps qu'il était prêtre. Il coordonnait souvent les visites hospitalières par son intermédiaire et parfois, elle l'informait même des patients qui pourraient avoir besoin d'un peu de soutien moral. Maintenant, elle était surprise mais ravie de voir le père Gabriel debout devant son bureau. « Ai-je manqué un rendez-vous avec le Seigneur, Père ?» plaisanta-t-elle. Il ne put se résoudre à lui rendre son sourire et secoua simplement la tête. « Je suis venu aujourd'hui pour demander une faveur. » En aussi peu de mots que possible, il lui expliqua ce qui l'intéressait et pourquoi. Elle hocha la tête, comprenant aussitôt, et lui demanda de l'attendre. Puis elle décrocha son téléphone et passa un appel. Environ 20 minutes plus tard, un jeune employé de l'hôpital arriva avec un chariot chargé de dossiers. Gwen Barry l'aida à les déballer et à les empiler sur son bureau de manière ordonnée. Elle appela ensuite le père Gabriel et lui tendit un dossier qu'elle avait mis de côté. C'était le dossier médical de Margaret Ellis. Bien que le père Gabriel ne soit pas un expert médical, il connaissait quelqu'un qui l'était. Sœur Bethany était une infirmière formée avec plusieurs spécialités, et avec son aide,
Il réussit à décoder le dossier médical et ses implications. Sœur Bethany expliqua à quoi servait chacun des nombreux médicaments et comment ils agissaient dans le corps humain. Lorsqu'il la vit froncer les sourcils devant quelques entrées sur les dernières pages du dossier, il lui demanda la raison de sa réaction. Elle lui montra plusieurs doses incorrectes du médicament cardiaque qui était vital pour la santé et la stabilité de Margaret. Un autre signal d'alarme qu'elle remarqua fut l'inclusion soudaine d'un narcotique prévu habituellement pour les insomniaques. « Ce genre de truc peut être très dangereux », dit sœur Bethany avec autorité. « Surtout puisque cette dose est bien trop élevée pour quelqu'un qui commence tout juste ce type de médicament. Et avec les problèmes cardiaques, ce n'est pas recommandé. Quelqu'un ne savait clairement pas ce qu'il faisait. » Longtemps après que sœur Bethany soit partie, ces mots continuaient de hanter le père Gabriel. Il était troublé par ce qu'il impliquait. « Quelqu'un ne savait clairement pas ce qu'il faisait », avait dit sœur Bethany. Mais peut-être que quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait et voyait la manipulation lente de médicaments vitaux à une innocente comme la façon parfaite de masquer une mort non naturelle. Une tentative de meurtre qui avait jusqu'à présent été couverte avec succès. Une page lâche tomba du dossier au sol, et cela apporta un autre rebondissement surprenant à l'affaire. Le père Gabriel fronça les sourcils en lisant son contenu et apprit que Margaret Ellis avait modifié son testament pendant sa dernière semaine à l'hôpital, laissant tout à sa fille cadette Claire. Était-ce légitime ? Il réalisa qu'il devait vraiment parler aux deux enfants de Margaret. Utilisant l'autorité unique que son rôle de prêtre lui conférait, Claire Ellis était si nerveuse qu'elle semblait avoir peur de sa propre ombre. Elle était submergée par une tension frénétique et quelque chose que le père Gabriel ne pouvait tout à fait cerner. L'inquiétude des dernières semaines avait laissé sa marque sur elle. « Je ne sais pas quoi penser, quoi ressentir », renifla-t-elle. « Quand maman est décédée ?» Ici, elle hésita, et une des larmes débordant de ses yeux gris coula sur sa joue. Le père Gabriel lui laissa un moment pour se ressaisir. Puis il dit « Je comprends. S'il vous plaît, continuez. » Claire Ellis prit une profonde inspiration. Je pensais que sa douleur, sa souffrance était terminée. Elle luttait tellement pour chaque souffle. J'étais soulagée que ce soit fini. Mais maintenant, les larmes l'emportèrent sur elle. Le père Gabriel dit « C'est compréhensible, normal. »« Non, ce ne l'est pas, » dit Claire, ses pensées conflictuelles mises à nu. « Est-ce que je souhaitais que ma mère soit morte ? Je me sens horrible. Peut-être que je n'ai pas écouté assez attentivement quand elle parlait, quand elle toussait. C'était si difficile de comprendre ce qu'elle disait. J'aurais dû parler aux infirmières, aux médecins. Comment cela a-t-il pu arriver ? J'ai l'impression de ne pas pouvoir la regarder dans les yeux maintenant. Je me sens tellement coupable d'avoir failli l'enterrer vivante. » Sa douleur et son tourment intérieur semblaient authentiques, rendant ce que le père Gabriel devait dire ensuite encore plus difficile. « La confusion avec les médicaments de votre mère semble suspecte, » commença-t-il. « J'ai des raisons de croire qu'elle pourrait encore être en danger. » Le visage de Claire se décomposa aux paroles du père Gabriel. « Oui, dit-elle immédiatement. Ce danger est réel, bien que j'ai essayé de ne pas croire que c'était vrai, qu'il était capable d'une telle chose. Il y a quelques mois, Édouard est revenu et a dit qu'il m'aiderait avec maman. Il a dit qu'il s'inquiétait pour maman et moi vivant dans la grande maison, toute seule avec maman qui n'allait pas bien. Mais il était revenu pour aider. Au début, je pensais qu'il disait vraiment ce qu'il pensait, qu'il avait un changement de cœur. » Claire Ellis hésita. Elle semblait réticente à mettre ses propres soupçons en mots. « Continuez, » dit le père Gabriel. Claire prit une autre profonde inspiration. « Quand j'étais beaucoup plus jeune, ma maman m'a dit de faire attention à Edward, mais je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Je pensais qu'il était mon grand frère audacieux qui vivait cette vie excitante. Mais quand il est revenu,
J'ai vu une autre facette de lui, la façon dont il parlait à maman, la rabaissant sans aucun respect. Et après son retour, l'état de maman a empiré. Mais il disait que c'était tout dans ma tête. Je suis tellement heureuse que vous ayez fait ce que vous avez fait, mais je ne sais pas comment lui faire face maintenant. Je suis sûre qu'elle serait ravie de vous revoir, dit le père Gabriel. Bien qu'il ne l'ait pas exprimé, l'histoire de Claire l'avait profondément troublé. Il pria pour avoir le courage de trouver la meilleure façon d'aborder le fils de Margaret. Edward était considérablement plus âgé que Claire. Il semblait être une personne gentille et sociable. Mais le père Gabriel ressentait quelque chose de faux à son sujet. « J'espère que ma sœur s'est bien comportée en votre compagnie, père, » commença-t-il. « Comment cela ?» demanda le père Gabriel. Il y avait quelque chose de calculé dans l'hésitation d'Edward. « Eh bien, si vous devez le savoir, dit-il, ma sœur a causé beaucoup de soucis à notre mère. Elle a toujours été une enfant sauvage, sortant en douce dans des bars alors qu'elle était encore mineure et vivant aux dépens de notre mère. Comme vous le savez, j'étais à l'université. Mes mères appelaient souvent et elles me racontaient toutes les bêtises que Claire faisait. Quand mère est tombée malade, j'étais sérieusement inquiet pour elles deux, mais surtout pour mère. Je ne pouvais pas la laisser seule avec Claire, qui n'avait aucune notion de ses responsabilités. Le père Gabriel fronça les sourcils. Être seul avec un parent a dû être une tâche énorme pour quelqu'un d'aussi jeune que Claire. Exactement, acquiesça Édouard. Savez-vous qu'elle mélange parfois les médicaments de mère ? C'est préoccupant, dit le père Gabriel. Vous devez être soulagé qu'elle soit à l'hospice maintenant. Oui, bien sûr, dit Edward Ellis. Vous savez, père, votre sermon était magnifique. Et les lys, je les ai achetés, vous savez, ils sont importés. Seulement le meilleur pour mère. Après que le père Gabriel ait parlé aux deux enfants de Margaret Ellis, il n'était pas plus clair quant au mystère entourant son presque enterrement vivant. Les accusations d'Edward étaient très troublantes, mais le père Gabriel ne l'aimait pas beaucoup. L'homme avait un air d'insincérité, et la Claire qu'il décrivait semblait très éloignée de la jeune femme sensible qu'il avait rencontrée plus tôt dans la chapelle. Qui devait-il croire ? Qui disait la vérité ? Il fit une promenade pour se vider l'esprit et se retrouva marchant en direction du petit cottage confortable de Margaret. L'endroit était encore scellé par du ruban de police, mais le père Gabriel s'arrêta pour parler à l'inspecteur en charge de l'enquête, qui était aussi un paroissien. Le policier lui dit qu'ils étaient perplexes devant l'affaire, bien qu'ils soient certains qu'un crime avait eu lieu. Il serait difficile de le prouver devant un tribunal. Le père Gabriel demanda alors s'il pouvait être autorisé à regarder autour. Il se souvenait bien du cottage de Margaret, et parmi les choses qu'il vit dispersées dans la pièce ensoleillée où elle passait la plupart de son temps, il fut rappelé de sa créativité et de son amour pour la couture. C'est alors qu'il remarqua qu'il y avait un morceau de fil encore coincé dans la petite bobine. Cela n'était pas dans les habitudes de Margaret, qui était méticuleusement ordonnée avec son équipement. En glissant son doigt dans la cavité sous l'aiguille pour retirer le fil, il vit qu'un petit carnet avait été coincé à l'intérieur. Le père Gabriel le retira et l'emporta au presbytère, où il dit une prière, espérant que le Seigneur lui pardonnerait de se plonger dans les pensées de Margaret Ellis. Le petit livre semblait être une sorte de journal intime, car les entrées étaient datées. Il racontait l'histoire des derniers jours que Margaret avait passés dans sa propre maison, détaillant comment Edward était rentré à la maison et avait manipulé sa mère pour lui prêter une somme énorme d'argent pour démarrer une entreprise. Lorsqu'elle refusa, il devint violent et vola l'argent. Sa présence oppressive avait éliminé toute joie et tout espoir de sa vie. Elle semblait résignée à son propre sort, mais craignait pour l'avenir de Claire. Dans sa dernière entrée, elle fit la prédiction effrayante qu'Édouard pourrait tenter de mettre fin à ses jours. Reconnaissant que le journal de Margaret fournissait des preuves cruciales de l'abus qu'elle avait subi et de la tentative de son fils sur sa vie,
le père Gabriel le remit immédiatement aux policiers en charge de l'enquête. Ce petit livre abîmé s'avéra instrumental pour aider les autorités à monter un dossier qui mena finalement à une poursuite réussie. Dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital, Margaret Ellis reçut de l'oxygène et fut connectée à une gamme d'équipements de sauvetage avancés. En quelques jours, elle retrouva une pleine conscience et, avec les médicaments appropriés, devint plus réactive. Ses problèmes respiratoires, liés à son état cardiaque, montrèrent également une amélioration. Claire Ellis visita sa mère quotidiennement et, libérée de l'influence toxique de son frère aîné, elle commença également à s'épanouir. Elle réussit à renouer avec des parents dont Edward l'avait isolée, elle et sa mère, y compris les 2 frères de Margaret, leurs épouses et plusieurs jeunes cousins. Margaret ressentit une immense gratitude lors de cette réunion douce-amère. Ils partagèrent des souvenirs et des photographies, et elle put transmettre quelques souvenirs précieux à chacun de ses proches. Cette opportunité lui permit de trouver la clôture et la paix. Claire, qui s'était souvent sentie désespérément seule sous la tyrannie de son frère, était reconnaissante pour le soutien de sa famille élargie. La seule personne absente de leur joyeuse réunion était, bien sûr, Edward. Des années plus tard, les 2e funérailles de Margaret Ellis contrastèrent radicalement avec la nature perturbatrice et oppressante de son premier enterrement. Aux côtés des lits se trouvaient des marguerites, des pivoines, des mufliers et des roses. Un bel éventail de fleurs célébrant une femme courageuse dont la gentillesse, la créativité et la ténacité humble avaient triomphé de la tyrannie brutale d'un fils cruel. Bien que Claire pleurât encore de chagrin, elle était devenue une jeune femme confiante, reflétant l'esprit indomptable de sa mère. Cette fois, elle n'était pas seule dans son chagrin. Elle était entourée d'oncles, de tantes et de cousins, des membres de la famille qui avaient été aliénés par la manipulation de son frère sans cœur. Le père Gabriel conduisit le service avec une grâce aisée qui avait été absente de la mascarade du premier enterrement. Le seul regret était une pensée fugace pour l'homme vindicatif et gâté qui était maintenant solidement derrière les barreaux, incapable de nuire à sa famille. Si la famille l'avait désiré, il aurait été autorisé à assister aux funérailles de sa mère. Mais Claire avait spécifiquement demandé son absence, un souhait respecté par le père Gabriel et le directeur des funérailles. C'était une journée nuageuse, mais alors que le père Gabriel concluait l'éloge funèbre, un bref rayon de soleil perça la fenêtre en vitrail derrière l'autel, projetant une lueur bleue sur le visage de la défunte. En mourant, Margaret Ellis semblait sourire. Une mèche de cheveux gris se souleva brièvement dans une brise que personne d'autre ne sentit. Après sa lutte finale et sa vindication ultérieure, elle était enfin en paix. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.